Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Une question aujourd'hui, que faire lorsque l'on fait face à des loyers impayés ou à des retards de loyer lorsque l'on est propriétaire? Deux personnes pour répondre à cette question sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Roselyne Conan. Bonjour Roselyne Conan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau de Smart Patrimoine Gabriel Neujanicki. Bonjour Gabriel Neujanicki. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier et vous traitez entre autres parfois de sujets en lien avec des retards ou des loyers impayés. Absolument. On va essayer de comprendre ensemble ce qu'on peut faire en tant que propriétaire lorsque l'on fait face à une situation comme celle-là. Déjà, première question pour vous, Roselyne Conan. Alors effectivement, on voit certaines études, certains articles estimer que face à l'inflation, avec l'inflation, on a une augmentation des retards de paiement de loyer, voire des impayés de loyer. Est-ce que c'est quelque chose que les professionnels comme vous constatent également? Peut-être Roselyne Conan pour commencer. Alors, le ministre du Logement, effectivement, observe des choses et il y a effectivement un observatoire des impayés de loyer qui s'est réuni il y a quelques mois. On avait quelques signaux, effectivement, dans le parc social, dans le parc privé, sans forcément une avalanche d'impayés. Il y a des impayés, mais voilà, on a... Plus qu'avant ou un peu plus qu'avant? On a un petit peu plus d'impayés qu'avant, bien sûr. Oui, on constate effectivement quelques ménages qui ont des difficultés à faire face effectivement à leur loyer ou qui sont un petit peu plus de retard qu'avant. Oui. Est-ce qu'on peut pour autant faire un lien direct avec l'inflation, le coût de la vie qui augmente, ou c'est trop tôt pour le dire aujourd'hui? Je pense que les enjeux de charge en lien avec l'énergie peut contribuer justement à générer des impayés, puisque un ménage il fait face à un ensemble de charges chaque mois. Et c'est vrai que si sa facture de gaz ou d'électricité augmente de manière significative, ça peut avoir un impact aussi sur le loyer. Gabriel Neujanicki, même question. Alors c'est vrai que en préparant cette émission, j'ai regardé, j'ai vu plusieurs études, mais pas de chiffres réguliers, repris régulièrement. Certains disent que ça a augmenté jusqu'à x3, d'autres x2, x1, d'autres simplement estiment que ça a augmenté sans qu'il y ait effectivement de chiffres dans l'absolu. Vous, est-ce que vous avez vu votre activité multipliée par 3 J'aurais adoré. J'imagine. Voilà. Mais bon, pas du tout dans ces proportions-là. Il y a une légère augmentation, mais il y a surtout un accompagnement, en tout cas des propriétaires institutionnels, dans les problématiques que peuvent rencontrer les locataires au quotidien. C'est-à-dire, la première chose qu'ils font, il y a quelques années encore, c'était ils délivraient immédiatement un commandement de payer. Maintenant, c'est d'essayer de contacter le locataire pour savoir quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs difficultés et s'il est possible de mettre en place un échéancier. Et c'est seulement si il n'y a pas de son, pas d'image, ou si l'échéancier n'est pas respecté, qu'à ce moment-là, on va repartir dans une procédure en recouvrement des impayés et expulsion. Ça, c'est les propriétaires institutionnels. Institutionnels. D'accord, oui. Les particuliers sont beaucoup plus frileux parce qu'ils n'ont pas la masse financière pour pouvoir attendre. C'est-à-dire qu'ils vont, eux, se dire, OK, quelle est ma situation? J'ai des impayés, j'ai un financement, il faut vite que je recolle, comment est-ce que je fais? Bien sûr, je lance une procédure. Mais alors, pour rester sur les institutionnels, comment on explique qu'aujourd'hui, il y a une compréhension sur ce sujet d'impayés qu'il n'y aurait pas eu il y a quelques années? C'est une situation, un contexte économique global qui fait qu'on comprend que dans certains cas, ce soit plus difficile de payer son loyer? Non, mais c'est simplement par l'existence des procédures. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus longues. Et de savoir simplement si je laisse un peu une petite bulle d'oxygène à mon locataire, est-ce qu'il va être en capacité de pouvoir reprendre le paiement de ses loyers? Et puis c'est un peu l'esprit de la loi du 27 juillet 2023 qui a mis une nouvelle règle en place qui était de dire pour les juges pourront accorder des délais de paiement si et seulement si le locataire est en capacité de pouvoir reprendre le paiement courant de son loyer et de pouvoir répondre à un échéancier. Et en fait, ce mécanisme-là, dorénavant, il est appliqué avant, par les institutions. Parce qu'on n'a pas envie finalement de rentrer dans la procédure et on préfère s'arranger avant s'il est possible de s'arranger avant. Ça coûte moins cher et ça prend moins de temps, c'est ça? Absolument, absolument, tout à fait. Roselyne Conan, si on vient à la base, effectivement, parce que là on est déjà allé dans les procédures avec Gabriel Neujanicki, mais si on revient à la base, quand on est propriétaire, qu'on fait face à des loyers impayés, il y a 1001 raisons qui peuvent expliquer des loyers impayés. On peut être de la difficulté personnelle à des choses moins honnêtes venant de certains locataires. Quand on est propriétaire, on n'a pas forcément toutes les cartes en main pour comprendre déjà et ensuite savoir comment agir. Quels sont les recours qui s'offrent à nous? Quel est le bon comportement à avoir en tant que propriétaire?
Alors, comme le disait très précisément, effectivement, Gabriel Nejaniki, oui. voilà, mon collègue de plateau, ce qui est important, c'est de reprendre contact avec le locataire. D'accord, oui. Nous, on incite les propriétaires, on voit beaucoup plus d'autres propriétaires de particuliers qui viennent nous voir pour nous poser des questions. Ce qui est important, c'est de reprendre contact avec son locataire pour identifier le pourquoi. Si on arrive justement à renouer le lien, c'est tenter de mobiliser des aides, parce qu'il y a des dispositifs qui permettent de solvabiliser le locataire, comme les aides au logement. Il y a des dispositifs qui permettent de prendre en charge une dette de loyer, les fonds de solidarité logement. Et certaines collectivités territoriales ont des aides renforcées par rapport à d'autres. D'accord. Et tout l'intérêt, c'est justement de savoir localement à quoi le locataire pourrait avoir droit pour faire face à cet impayé. Mais ça, c'est des démarches qui doivent être faites par le locataire. La demande d'aide au logement ou autre, c'est pas le propriétaire qui peut faire la demande pour le locataire. Quand le propriétaire contacte son locataire, on peut être face à un locataire qui est en grande difficulté, qui a un événement familial ou professionnel qui l'a totalement bouleversé. Et un propriétaire peut très bien contacter son locataire en disant « mais écoutez, qu'est-ce qui se passe ?» Et le locataire dire voilà, oui, je suis désolé, j'ai pas payé mon loyer, je viens de perdre mon emploi, ou je suis dépassé par des événements, divorcer, ou c'est pas moi qui m'occupais de la gestion du logement, je sais pas comment m'y prendre, etc. Donc le bailleur peut très bien orienter le locataire auprès d'une agence départementale d'information sur le logement, qui va pouvoir renseigner le locataire, mobiliser les éventuelles aides à sa disposition, puis aussi expliquer, si effectivement le locataire ne répondait pas, les démarches à entamer. C'est-à-dire qu'il faut une relance amiable, un petit mail, un courrier recommandé, et puis s'il n'y a pas de réponse, après... Il faut qu'il y ait une preuve écrite de cette relance amiable. C'est mieux, oui. C'est mieux, c'est-à-dire qu'on va se ménager les différentes preuves des démarches qui ont été effectuées en direction du locataire, et puis après on peut contacter un commissaire de justice pour délivrer un commandement de payer, qui va permettre de rappeler quelle est la somme due au locataire, et puis faire courir un délai. D'accord. Qui va provoquer effectivement la résiliation du bail. Et l'étape d'après, c'est convoquer par voie d'assignation le locataire devant le tribunal judiciaire pour obtenir la condamnation au paiement des sommes et éventuellement l'expulsion du locataire. Entre le constat de loyer impayé, la première prise de contact avec un locataire et l'engagement de procédure plus lourde, si on se rend compte qu'il n'y a pas de solution, il peut se passer combien de temps? Parce que c'est ça qui fait peur parfois aux propriétaires, c'est de se dire, tiens, j'en ai pour 2-3 ans par exemple. Alors là, je donne un lieu commun, qu'en disent les professionnels? Il y a quand même une règle de proportionnalité des poursuites, c'est-à-dire que s'il a 2 jours de retard, on ne va pas assigner tout de suite. Bien sûr, évidemment. Le professionnel du droit qu'il va rencontrer va aussi remettre certaines bases et réexpliquer que on attend effectivement... que le mois... Une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours. Ah oui, ça reste court. Ça reste très court. Mais c'est 15 jours, c'est suffisant pour passer un appel. Oui, c'est vrai. Oui. Même s'il vaut mieux une preuve écrite, ou même s'il vaut mieux un mail ou un recommandé. Oui, mais au début, on essaye de passer 2-3 coups de fil. Ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, on fait une relance par mail. Bon, si là il n'y a pas de réponse, on passe au recommandé. Voilà. Et on connaît les durées de procédure pour obtenir les expulsions qui sont en France juste incroyables. Mais c'est combien de temps en moyenne? On est sur du 24 mois. Alors il y a eu la loi du 27 juillet 2023 qui essayait de venir un peu réduire tout ça. Alors il y a quelques petites astuces. Par exemple, on parlait de faire délivrer un commandement de payer. Nous maintenant, dans certaines procédures, on ne le délivre même plus. D'accord. On fait une mise en demeure d'avoir à payer sous 15 jours et hop, derrière on délivre l'assignation. Alors on ne va pas obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, mais on va obtenir la résiliation judiciaire du bail. Hop, on a gagné 2 mois. Maintenant réduit à 1 mois et demi avec la nouvelle réforme. Les huissiers sont encore un peu frileux. Commissaire de justice maintenant pour délivrer. Ou là, il y a également, suite à cette réforme, lorsqu'il y a une décision de justice qui a été rendue, il y a un commandement d'avoir à libérer les lieux qui est délivré. Et normalement, le locataire, il a un délai de 2 mois pour le faire. S'il ne le fait pas, après, il y a l'huissier qui se présente, qui constate qu'il s'est maintenu dans les lieux et va demander à la préfecture le concours de la force publique. Et si vous tombez dans la période hivernale, c'est terrible. Il y a effectivement la trêve hivernale qui peut redécaler de quelques mois. Oui. Exactement. Et là, la loi du 27 juillet 2023 a apporté un petit élément qui va peut-être motiver un peu les locataires à respecter les décisions de justice, c'est que passer ce délai de 2 mois, dorénavant, c'est pénalement répréhensible de se maintenir dans les lieux. Donc les propriétaires auront la possibilité de citer à comparaître directement les locataires devant le tribunal correctionnel. Dès le lendemain de la fin... Dès le lendemain du commandement d'avoir acquitté les lieux. C'est-à-dire que vous avez une décision de justice qui est rendue, elle est signifiée, il y a un délai d'appel qui court, et l'huissier peut, même pendant la période hivernale, délivrer un commandement d'avoir acquitté les lieux. Le locataire dispose alors d'un délai
de 2 mois pour libérer les lieux. Si au bout de ce délai de 2 mois, le locataire n'est pas parti, le propriétaire a 2 possibilités. La première possibilité, continuer, et même il peut les faire en même temps, parallèlement, continuer sa procédure pour obtenir l'expulsion du locataire. Et la deuxième, c'est le citer à comparaître directement devant le tribunal correctionnel. Là, pardon, on est dans une situation où il n'y a plus un seul euro versé entre locataire et propriétaire. Si on est sur des loyers partiellement versés ou versés tous les 3 mois, est-ce que la procédure marche quand même ? Oui, absolument, parce que le magistrat, maintenant, sa compétence a été réduite pour apprécier, on va dire, extrêmement largement les capacités du locataire. Le locataire, s'il ne veut pas voir son bail résilié, il a l'obligation, je dis bien l'obligation, de reprendre le paiement du loyer courant. D'accord. Et ensuite d'organiser un échéancier. D'accord, je comprends. Voilà. Et s'il ne peut pas, le juge n'aura plus la possibilité d'accorder des délais. Et bien évidemment, le juge ne pourra éventuellement en accorder que si le locataire est en capacité de rapporter la preuve qu'il a les capacités financières de le faire. Mais si c'est quelqu'un qui est passé au RSA et qu'il a un loyer de 850 ou 900 euros, malgré les aides au logement, il ne sera pas en capacité de le faire immédiatement. Roselyne Conan, est-ce qu'on peut se prémunir de ce type de situation ? Alors là, effectivement, on est dans cette émission du point de vue du propriétaire. Il y aurait effectivement d'autres émissions à faire du point de vue du locataire, dont on imagine la situation parfois complexe s'il n'arrive pas à payer son loyer. Mais du point de vue du propriétaire ou de la propriétaire, est-ce qu'on peut se prémunir de ce genre de situation avec une sélection particulièrement drastique à l'entrée, avec la souscription à une assurance loyer impayé, par exemple ? Alors, ce qui est important, c'est bien de préparer son lien locatif en amont. C'est-à-dire que donc le choix du locataire, mais c'est vrai que la situation financière d'un locataire, elle peut évoluer dans le temps. Bien sûr. Son emploi, on peut se séparer. Donc ça, on peut pas forcément. On peut préparer un dossier. On va vérifier que la personne a bien un contrat de travail, un salaire. C'est se prémunir et se préparer des garanties. Un système comme un cautionnement visal pour certains publics qui permet d'avoir un organisme tiers qui va se porter caution et en cas d'impayé donc se substituera au locataire. Vous avez également donc une assurance loyer impayé qui va permettre à partir du moment où le sinistre est déclaré, c'est-à-dire que l'impayé est constaté, de pouvoir déclencher la mise en place de cette assurance. Mais ça n'empêchera pas que, on enclenchera quand même une procédure vis-à-vis du locataire. Qui sera enclenchée quoi, par l'assurance ou par le propriétaire en parallèle ? Alors en général, c'est le propriétaire qui engage la procédure. Mais c'est vrai qu'il y a des délais qui sont précisés justement dans le contrat d'assurance et qui permettent de définir en fait différentes étapes avec des prises en charge justement de ces frais de procédure. Ouais, c'est les assurances privées peuvent même parfois dire, écoutez, nous, on vous paye le loyer en lieu et place du locataire et nous nous occupons de la procédure d'expulsion. D'accord. Parce qu'ils veulent que ce soit rythmé et que ça aille vite, parce que plus le temps passe, plus ils doivent verser de l'argent au propriétaire. Donc, ils ne veulent pas que ça traîne non plus trop longtemps et que le propriétaire se dise, est-ce que forcément j'ai besoin de faire diligence ? Donc, il y a beaucoup d'assurances, en tout cas privées, qui reprennent la main sur la gestion. Pour s'assurer de ne pas avoir à payer des années et des années de loyer. Exactement. Donc, c'était ma dernière question, Roselyne Conan. Comment est-ce qu'on peut se prémunir, si je comprends bien, en tout cas, anticiper au mieux une situation qui se passerait bien, parce que c'est quand même ce que souhaitent propriétaires et locataires dans la majorité des cas. La majorité des contrats de location se passe bien. Et la majorité des espaces. Oui, c'est vrai. On a une idée du pourcentage de loyers impayés en France aujourd'hui, parce que j'ai dit ça augmente en début d'émission, mais ça augmente à partir de quoi ? Je pense qu'il y a moins de 10% des contrats de location qui font l'objet justement où il y a un litige. C'est vraiment comme quand vous avez la fièvre, tout le corps le ressent, mais véritablement, ça reste anecdotique et ça passe vite, mais c'est vraiment tout petit par rapport à l'immensité des locataires qu'il y a en France. Qui payent leur loyer. Et qui payent régulièrement leur loyer. Qui payent de manière régulière. Merci beaucoup, Roselyne Conan, directrice générale de l'ANIL, donc l'Agence nationale pour l'information au logement. Merci, Gabriel Nejanicki, avocat spécialisé en droit immobilier. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.